et je vais vous parler aujourd'hui de la procalcitonine et surtout on va parler de ses indications aux urgences pédiatriques. Alors voilà. Alors je vais pas, qu'est-ce que c'est que la procalcitonine? Je vais pas vous faire l'offense de vous répéter qu'est-ce que c'est. C'est un biomarqueur quand même qui a été découvert depuis maintenant une 30aine d'années. Et c'est quoi? C'est un polypeptide qui est constitué quand même de 116 acides aminés. À l'état physiologique, la procalcitonine elle est sécrétée au niveau des cellules C thyroïdiennes. Eh bien, il y a un gène qui est sur un chromosome 11 qui va coder pour l'ARN messager, qui va produire cette procalcitonine. Celle-ci va subir un clivage, essentiellement au niveau des cellules donc thyroïdiennes et plus précisément au niveau de l'appareil de Golgi. Et ce clivage, c'est ce qui va donner ce que vous voyez, donc qui va libérer cette calcitonine. Ça, c'est ce qui se passe dans la situation physiologique. Et c'est ce qui explique pourquoi la procalcitonine n'est pas détectée chez un sujet qui est sain, ou bien elle est de l'ordre de moins de 0,1 nanogramme. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a de l'inflammation, un stimulus inflammatoire, en l'occurrence l'infection? Ce qui se passe, c'est que ces cytokines qui sont libérées par les bactéries, en l'occurrence l'interleukine 1, 6, le TNF, eh bien, ils vont stimuler davantage ce gène qui va donc stimuler cette transcription. Et donc, on va avoir une synthèse de la procalcitonine qui va se faire non pas seulement au niveau des cellules thyroïdiennes, mais ça va se faire un peu partout au niveau des cellules de votre organisme, au niveau du tissu adipeux, nerveux, cutané, au niveau du foie. Et là, on va avoir une procalcitonine qui va être fabriquée en quantité élevée et qui ne va pas subir de clivage cette fois-ci. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi vous allez avoir un excès de procalcitonine. Donc, on va avoir une procalcitonine élevée lors d'une infection bactérienne. Quand il y a une infection virale, eh bien, ce qui va être produit essentiellement, c'est l'interféron. Alors, cet interféron, contrairement à ce qu'on va voir avec les infections bactériennes, lui, il va lever l'inhibition sur ce gène. Donc, on va pas avoir de synthèse de procalcitonine. Et c'est de là où partit l'idée de l'utilisation de la procalcitonine comme étant un marqueur qui nous permet de distinguer entre l'infection bactérienne et l'infection virale. Donc, il est plus spécifique de la bactérie. Alors, donc c'est ce qui nous a amené à l'étudier. Et donc, qu'est-ce qu'on a retenu? Vous voyez ici que lorsqu'on injecte de l'endotoxine d'Escherichia coli, eh bien, la procalcitonine, elle commence à augmenter dès la 4e heure. Elle atteint son acmé vers la 12e heure pour commencer à donc diminuer progressivement. Et donc, à 72 heures, elle va diminuer. Contrairement à la CRP. Vous voyez que la CRP ne va atteindre donc son niveau supérieur qu'au-delà de 24 heures. Et donc, ça peut être intéressant lorsqu'on est au tout début pour choper, si vous voulez, cette infection bactérienne. Alors, la procalcitonine, donc, comme on a vu, elle nous permet de distinguer le bactérien du viral, mais pas que ça. Alors, la procalcitonine, comme les premières études l'ont montré, elle est corrélée aussi avec la sévérité de l'infection. Et ça a été donc décrit dans les premières études qui ont étudié l'intérêt de la PCT dans le sepsis. Et vous voyez la définition ancienne, CIR, sepsis, état de choc, on a montré qu'il y avait une corrélation entre la gravité et le taux de PCT. On a aussi montré, donc, dans le graphe que vous avez, donc, ici, voilà, vous voyez très bien que, en cas d'infection virale, il n'y a pas d'élévation de la PCT. Mais par contre, vous avez une élévation en cas d'infection bactérienne. Il n'y a pas non plus d'élévation en cas d'infection localisée, en cas d'abcès, d'érysipèle, de cellulite. La PCT n'augmente pas. Elle n'augmente pas non plus lorsqu'on a des infections bactériennes intracellulaires, telles que la tuberculose. Donc, c'est des faux négatifs. Il y a aussi des faux positifs en cas de traumatisme, de brûlure. Ça augmente. Je ne vais pas parler du nouveau-né parce que Mostafa en a longtemps parlé. Et puis, chez le nouveau-né, il y a une augmentation qui est physiologique au cours des 72 premières heures. Et puis, je n'en parlerai pas au cours de ma présentation aujourd'hui. Donc, toutes ces et surtout en cas d'infection bactérienne. Alors la question qui m'est posée, c'était quelle utilisation aux urgences pédiatriques. Alors quand vous cherchez,
vous n'avez pas trouvé beaucoup d'études qui ont étudié cette question, quel est l'intérêt aux urgences pédiatriques. On va surtout trouver beaucoup d'études qui ont été faites chez l'adulte. Et chez l'enfant, vous allez trouver beaucoup d'études qui sont justement européennes, beaucoup d'études européennes qui ont été faites dans des situations particulières. Les enfants aux urgences, en unité de soins, avec sepsis, avec fièvre, mais pas vraiment dans un contexte d'urgence pédiatrique. Alors cette étude, je l'ai trouvée intéressante parce qu'en fait, c'est la question d'aujourd'hui. Comment utiliser cette PCT aux urgences. Et comme vous voyez, c'est une étude qui s'est déroulée dans 33 hôpitaux aux États-Unis. Et donc là, c'est une étude prospective qui a porté sur des enfants de moins de 18 ans. Alors, ce qui découle de cette étude, c'est que vous voyez ici, on a une utilisation qui commence à être croissante à partir de 2016. Ça s'explique par le fait que le FDA a autorisé l'utilisation de la PCT à partir de cette date-là. Ce qui sort surtout, plus que l'utilisation croissante au cours de 6 ans, c'est quelles sont les causes ou bien les symptômes qui ont mené les auteurs à demander une PCT. C'était surtout la fièvre isolée, la fièvre chez le nourrisson, les problèmes respiratoires avec fièvre, les infections urinaires. Et vous avez ici le top 10. Et les auteurs concluent comme quoi, donc, il y a une utilisation croissante parce qu'elle est, comme elle a été autorisée, donc elle est remboursable, et que il y a 3 étiologies qui en ressortent, 3 symptômes qui motivent cette demande. Et d'ailleurs, même, ils sont sortis avec la conclusion qu'ils les ont inclus dans leurs algorithmes. C'est ce qui est intéressant. Et la question qu'ils ont aussi posée, c'est qu'ils avaient remarqué qu'il y avait une disparité, aussi bien en intra-hospitalier qu'en inter-hospitalier. Et la question, donc, quelles sont les normes d'utilisation de cette PCT et quelles devraient être les indications aux urgences pédiatriques? C'est ça la question. Donc, quel cutoff utiliser, quand l'utiliser, qu'est-ce qu'on attend d'elle? Est-ce qu'on attend d'elle qu'elle nous guide pour le diagnostic, pour l'instauration de l'antibiothérapie ou pour son arrêt? Alors, la première des choses à laquelle on est confronté aux urgences, c'est la fièvre. Vous êtes bien d'accord? Alors, la fièvre est un motif fréquent de consultation. Dans 30%, la fièvre est isolée. Dans 70%, elle va s'associer à des petits signes qui vont pas nous avancer à grand chose. Vous savez tous que la fièvre, actuellement, les causes les plus fréquentes, c'est les infections virales. Mais notre hantise reste toujours aux urgences de ne pas passer à côté d'une infection bactérienne sévère ou invasive. Pourquoi? Parce que souvent, ce sont des enfants qui sont vus tôt. Souvent, les symptômes cliniques ne sont pas parlants. Et puis, on a toujours cette hantise de passer à côté du sepsis. C'est ce qui va nous pousser à demander peut-être des examens et avoir la main facile pour les antibiotiques. Ceci n'est pas sans inconvénient parce que ça entraîne une antibiorésistance actuellement qui est vraiment très inquiétante dans notre contexte. Alors, on a essayé de stratifier ce risque chez les enfants fébriles. Et déjà dès les années 80, on a vu éclore des scores cliniques puis clinico-biologiques qui ont incorporé à l'époque la CRP en plus du taux de globules blancs et de l'APL. Et puis on a essayé d'affiner un peu plus par l'arrivée de la PCT. Et c'est ça où on a introduit le lab score. Alors le lab score qui introduit la PCT, la CRT et la bandelette urinaire a montré qu'il avait une valeur prédictive qui était intéressante. Il avait une sensibilité pour détecter les infections sévères de 94% et une spécificité de 78%. Après, il y a eu le step by step. Alors le step by step là aussi, c'est très important. Donc dès qu'on élimine avec une bandelette urinaire, si vous faites une bandelette qu'elle est négative, c'est parce que c'est la première infection bactérienne du petit, eh bien envoyez du côté de la PCT. Supérieur à 0,5, on ne discute pas. Il faut hospitaliser le gamin, bilan, antibiothérapie. Alors moins de 0,5, une CRP moins de 20, des PNN à moins de 1000, ça c'est un groupe à bas risque. Et chez ce groupe à bas risque, les auteurs ont pu se permettre de les renvoyer chez eux sans antibiotiques. Et quand on compare les 3, vous voyez très bien que ici, le step by step a montré sa performance par rapport au score de Rochester et par rapport au lab score, dans la mesure où on a pu rater, ici, vous voyez que 7 enfants. On a raté 7 enfants chez qui on est passé à côté. Et donc, la PCT, elle pourrait nous aider chez ces enfants-là, surtout lorsqu'ils se présentent les premières heures pour nous orienter.
Alors, cette étude aussi a étudié l'utilisation de la procalcitonine pour prédire les infections bactériennes sévères. Et si vous voyez sur ces courbes ROC, lorsque vous voyez pour les infections bactériennes sévères la CRP et la PCT, c'est du kiff-kiff, hein, c'est pareil. Par contre, en matière d'infections bactériennes invasives, là, la PCT a montré sa supériorité. Elle a montré sa supériorité aussi bien que la CRP par rapport aux globules blancs. On n'en parle plus de globules blancs actuellement, mais elle a montré sa supériorité surtout par rapport à la CRP. Surtout quand vous voyez la courbe en dessous, la courbe ROC. Donc, on a une sensibilité de 81% et une spécificité de 91%. Et ça, je vous rappelle, c'est une étude chez des nourrissons de moins de 3 mois qui ont été vus aux urgences pédiatriques. Alors, une méta-analyse qui a porté donc sur 12 études, qui a porté sur 7000 enfants de moins de 18 ans et qui se sont présentés pour FASOC. Il y avait même dedans des nouveau-nés et quand ils ont analysé, ils l'ont utilisé comme sous-groupe. Alors, qu'est-ce qui sort de cette étude ? Alors, vous voyez que lorsqu'on utilise la PCT à une valeur de 0,5 en matière de, donc, en ce qui concerne l'infection bactérienne invasive, les résultats de la méta-analyse ont montré qu'à un niveau, donc, de 0,5, on a une sensibilité globale de 82% et une spécificité de 86. Lorsque vous passez à un taux élevé de PCT à 2 nanogrammes, la sensibilité, elle diminue à 61 et la spécificité, elle augmente à 94%. Donc, ces données montrent que la PCT a un taux seuil de 0,5. Elle est assez sensible pour exclure une infection bactérienne invasive, tandis que la PCT a un seuil plus élevé, eh bien, elle est spécifique, elle est extrêmement spécifique pour exclure une infection bactérienne invasive en ce qui concerne donc un très faible taux de faux positifs. Pour les infections bactériennes sévères, vous voyez que les performances ne sont pas terribles. Hein? On a une sensibilité générale de 55% à 0,5 et une sensibilité de 30%. Donc la détermination, ce que les auteurs concluent, c'est que la détermination de la PCT aux urgences, elle pourrait être utile dans le diagnostic des infections bactériennes invasives, surtout les méningites, les sepsis, les bactériémies chez ces enfants qui se présentent avec une fièvre sans aucune orientation clinique. Alors le sepsis, c'est notre grande hantise aussi, parce que il faut savoir le dépister tôt, le choper, mettre rapidement les antibiotiques. Donc le pronostic dépend de ça. Et pendant longtemps, on a étudié les 4 vieux bons marqueurs et la PCT a toujours montré sa supériorité par rapport aussi bien à la CRP, au lactate et à la ferritine. Actuellement, il y a de nouveaux biomarqueurs qui rentrent et même des biomarqueurs génomiques. Donc là, mais on attend toujours les résultats pour voir. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que les courbes ROC ici de prédiction que vous voyez de septicémie, c'est des patients qui sont hospitalisés dans des unités de soins intensifs. La PCT a permis de prédire d'une façon beaucoup plus sensible le risque de survenue de sepsis que la CRP. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que les auteurs ont permis même de dire que la PCT pourrait nous stratifier le risque chez un enfant qui est aux unités de soins intensifs en fonction de la valeur de PCT, prédire s'il va vraiment passer au sepsis ou au choc septique. Alors là, c'est une étude qui est très intéressante parce que là, on a 2 scénarios et on a calculé les rapports de vraisemblance. Vous avez le scénario A avec un risque plus élevé et le scénario B avec un risque faible. Alors, pour le scénario A où le risque est plus élevé, on voit que lorsqu'on a une probabilité pré-test de 50%, ici, vous voyez que lorsque vous utilisez la CRP seule ou la PCT seule, vous n'arrivez pas à descendre à une R à moins de 10%. Par contre, lorsqu'on combine les deux, on descend à moins de 10%, on est à 9%. Et ceci, il peut être intéressant comment en matière des urgences, c'est surtout lorsque vous avez mis des antibiotiques et vous venez revenir. Donc, ça va vous permettre de peut-être arrêter les antibiotiques. Par contre, ici, quand on a un risque qui est faible, le scénario faible, eh bien, vous voyez que la CRP et que la PCT, ils passent rapidement à une R de moins de 10%. Mais quand vous combinez avoir une faible PCT et une faible CRP, eh bien, il rend la probabilité d'une infection bactérienne extrêmement faible. Et donc ça peut être très intéressant chez les petits qui arrivent aux urgences les premières heures avec une fièvre isolée. La méningite aux urgences a toujours été notre hantise.
Alors, c'est vrai qu'on voit de moins en moins de méningites bactériennes, mais le challenge aux urgences, c'est de savoir diagnostiquer une méningite virale sans passer à côté d'une méningite bactérienne. Et la PCT a été longtemps utilisée. Il y a beaucoup d'études qui étaient utilisées, donc il y a même une vingtaine d'années, où on a utilisé la PCT comme moyen pour distinguer entre une méningite bactérienne et méningite virale. Ça a été même, si vous vous rappelez, donc le sujet d'une publication de Gendrel sur le score méningitique bactérien. Et là, sur ce tableau-là, c'est une étude aussi qui avait présenté donc la sensibilité et la spécificité de marqueurs qui étaient utilisés pour essayer de distinguer entre les méningites bactériennes et les méningites aseptiques. Donc, les résultats sont présentés ici. Chaque paramètre ici, facteur inflammatoire, est présenté de facteurs dichotomisés. Et vous voyez que c'est la PCT, là aussi, qui prend le dessus sur les autres marqueurs avec une sensibilité et une spécificité, respectivement, de 89% et 83%. Ce qui est aussi intéressant, c'est le niveau ici, c'est l'heure sous la courbe. Vous voyez ici que dans cette courbe-là, la PCT, elle tend vraiment vers le 1. Donc, la PCT, donc l'air sous la courbe, c'est presque 98%, donc c'est significativement plus élevé que celle des autres marqueurs biologiques. Alors là, c'est une étude récente qui est parue en 2020. Et là, on a essayé d'affiner encore plus ce score méningitique, donc de prédiction de méningite bactérienne. Et vous voyez que ce score-là, il comprend en plus de la procalcitonine, la CRP, le comptage des cellules, de la cellularité cellulaire et la protéinorachie. Alors, les auteurs concluent qu'avec un MSE qui est supérieur à 1, eh bien, on pouvait prédire une méningite bactérienne avec une sensibilité quand même qui atteignait les 100% et une spécificité de 83%, avec une valeur prédictive négative de 100%. C'est-à-dire qu'en utilisant ça, on pouvait facilement éliminer, si vous voulez, les enfants qui étaient avec une cellularité à LCR, éliminer à l'aise une méningite bactérienne. Alors, une autre étude, celle-ci, qui est prospective et multicentrique, eh bien, qui s'est passée dans des services d'urgence, eh bien, ça, elle a montré qu'on pouvait encore plus affiner. Et en montrant qu'en utilisant des critères cliniques, qu'en combinait avec le score méningitique et avec un niveau de procalcitonine bas, eh bien, les auteurs ont pu renvoyer chez eux à domicile 20% des nourrissons qui se sont présentés aux urgences. C'est-à-dire qu'ils ont pu assurer une décharge à domicile sans antibiothérapie. C'est quand même un gain donc de 20% de bébés non traités avec un suivi qui avait montré que ces bébés sont restés sains, qui n'avaient pas de méningite. Alors la pneumonie, comme vous le savez, ça aussi c'est un sujet, donc c'est un motif qui est fréquent de consultation. Le diagnostic est facile. On sait que toute tachypnée qui est fébrile, eh bien personne d'entre vous ne va s'empêcher de mettre des antibiotiques, même si on n'a pas de radio. Donc une tachypnée avec une fièvre, donc tout le monde va se précipiter pour traiter comme une pneumonie parce qu'on sait que ça tue toujours, et en particulier les moins de 2 ans. Alors, il y a aussi beaucoup d'études qui ont été utilisées et tous ont insisté sur le fait que le gold standard reste la radio et les tests microbiologiques, que la PCT, elle pouvait nous aider à distinguer. Il y a aussi le travail d'Esposito qui avait montré que par rapport aux adultes, ça pouvait surtout aider dans la gestion de l'antibiotique. C'est-à-dire que pour une PCT qui était inférieure à 0,25, eh bien, si vous aviez peur la nuit et que vous avez mis des antibiotiques, eh bien, vous pouviez revenir sur votre antibiothérapie tout en étant tranquille. Donc, c'est ça ce que dit Esposito d'une façon plus claire. Alors, une autre étude ici qui est aussi récente, eh bien, c'est une étude prospective qui a porté sur 2000 enfants et chez qui le diagnostic a été porté de pneumonie et sur la clinique, sur la radio, la PCT, les cultures et les PCR. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve cette étude? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le taux médian de PCT, donc un taux élevé de PCT, le taux médian de PCT était significativement plus élevé
dans les pneumonies bactériennes par rapport aux pneumonies virales. Donc, c'est-à-dire qu'elle pouvait nous faire la distinction quand c'était très élevé. Que sur 120 enfants avec une PCT, sur 120 enfants avec une PCT qui était inférieure à 0,1 nanogramme, aucun n'avait une infection bactérienne typique. Et que 9 enfants sur les 247 qui avaient une PCT inférieure à 0,25 nanogramme avaient une pneumonie bactérienne atypique. Rappelez-vous, ça ne s'élève pas lorsque vous avez des germes intracellulaires. Et donc, qu'est-ce qu'il conclut? Il conclut que la PCT, elle peut être utile pour exclure une origine bactérienne, mais elle ne peut pas être utilisée pour stratifier ou statuer donc sur une pneumonie communautaire. Alors, une autre étude là aussi qui s'était intéressée donc sur la gestion d'antibiothérapie en matière de pneumonie, c'est une cohorte prospective qui était réalisée là aussi aux urgences. Donc, le diagnostic était posé sur la clinique, sur la fièvre, sur les images radiologiques, et l'antibiothérapie a été administrée à la discrétion du médecin. Le médecin traitant n'était pas au courant ni des résultats de la radio, ni des résultats de biologiques et microbiologiques. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les concentrations de procalcitonine déjà à l'admission étaient plus élevées chez les enfants atteints de pneumonie à pneumocoque que chez les enfants atteints d'une pneumonie non pneumococcique, en dehors des atypiques. Donc, c'est donc la courbe. Et puis, sur la courbe ROC, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit ici sur la courbe ROC. Alors, sur cette courbe-là, donc, elle montre qu'une PCT qui est inférieure à 0,25 avait une valeur prédictive négative qui était élevée. Et donc, utiliser la procalcitonine à ce taux-là peut prédire une réponse clinique rapide aux antibiotiques et peut aussi exclure une étiologie non pneumococcique. Ça peut être intéressant dans des pays où nous disposons pas beaucoup de ces recherches, où on n'a pas cette preuve microbiologique. Donc, ça peut être intéressant. Alors là, c'est une étude que j'ai trouvée intéressante. Donc ça, c'est une étude qui a fait suite au premier article que je vous ai montré. Je vous ai dit qu'ils avaient trouvé 3 grandes causes de prescription de PCT, la fièvre de moins de 3 mois, la fièvre isolée et les problèmes respiratoires fébriles. Donc essentiellement les bronchiolites. Ils avaient démontré qu'il y avait, on sait tous que la bronchiolite est une infection virale, mais on a une consommation excessive d'antibiotiques en matière de bronchiolite. Chaque fois qu'on a un infiltrat, un problème, on a la main facile pour les antibiotiques. Alors, ils ont inclus la PCT dans leur algorithme. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'après l'implémentation de la PCT, eh bien, ils ont réduit la prescription d'antibiotiques de 36% à 12%, et surtout, la mise sous amoxicilline protégée a été réduite de moitié, de 66% à 33%. Alors, il me reste 1 minute et je vais faire vite et je vais vous parler de nous. C'est le premier motif de consultation aux urgences pédiatriques. C'est la première infection qu'on voit. C'est les infections urinaires. Alors, les infections urinaires, donc on sait comment les diagnostiquer. Voilà. On doit toujours attendre la culture après 48 heures, 72 heures. Le problème en matière d'infection urinaire, c'est qu'il faut en gros qu'on distingue entre l'atteinte haute et l'atteinte basse. Et surtout, est-ce qu'il existe des lésions parenchymateuses? Est-ce qu'il existe une atteinte parenchymateuse qui est pourvoyeuse de cicatrices par la suite et de problèmes? Alors, il y a beaucoup d'études là aussi qui se sont intéressées à l'apport de la PCT en matière d'infection urinaire. Alors, le gold standard reste bien sûr la scintille pour diagnostiquer les cicatrices, mais ce qui ressort des études surtout, c'est qu'elle peut avoir un intérêt, non pas pour le diagnostic, mais surtout pour prédire la survenue de ces cicatrices. Et d'ailleurs, le dernier article qui est paru en 2024, il encourage. Donc, ils étudient d'autres biomarqueurs. Il y a un biomarqueur qui paraît avoir donc très prometteur en matière d'infection urinaire, le NGAL. Alors, il conclut que chaque fois que vous avez une infection urinaire fébrile, que vous hospitalisez, que vous êtes amené à piquer, à prélever, pensez à demander une PCT. Alors, pourquoi est-ce qu'on va demander cette PCT? Parce que on va voir l'intérêt. Tout d'abord, ils ont vu, donc c'est une étude qui s'est intéressée au sepsis à point de départ urinaire. Et cette étude a montré qu'on
combinant donc la PCT avec une sensibilité et une spécificité supérieure à la CRP et au sérum amyloïde pour dépister ces enfants à risque de sepsis. Et qu'en combinant les trois, on serait beaucoup plus à l'aise pour dépister ce risque. L'intérêt de la PCT paraît surtout intéressant pour dépister le reflux. En fait, les études ont montré que plus un taux de PCT élevé était corrélé avec un reflux de haut grade. Et ceci a poussé quand même pas mal d'équipes à valider la PCT comme un facteur de prédiction de haut grade de reflux vésico-urétral. Vous allez me dire ça a quel intérêt, puisque la première infection, on se contente d'une écho, c'est à la deuxième qu'on fait une cysto. Donc là, ça pourrait surtout donc nous guider pour la demande ultérieure des examens complémentaires. Donc c'est ça, ce serait ça surtout l'intérêt de la PCT en matière d'infection urinaire. Et puis voilà, j'arrive avec le 0 pour vous dire que voilà, la PCT, donc c'est un biomarqueur qu'on connaît quand même depuis une trentaine d'années. Son utilisation, elle est devenue, on va dire, un peu plus démocratique ces dernières années parce qu'on a plus recours dans notre contexte à ce biomarqueur. Ça reste un biomarqueur. C'est un marqueur biologique, c'est un marqueur dynamique qu'il faut toujours inclure dans un contexte clinique. Il ne doit constituer pour vous qu'une aide au diagnostic. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut tout le temps garder un bon sens clinique. Et voilà, je vous remercie.